Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Brienne, je dirige France Digital et je vais avoir le plaisir de partager avec vous une table ronde, un fireside chat assez exceptionnel puisque on va rester dans le pragmatique, on va rester dans le retour d'expérience de deux dirigeants qui, chacun dans leur carrière, chacun dans leurs industries, ont réussi à acquérir des positions de leaders mondiaux. Frédéric, Olivier, est-ce que vous êtes encore capable de pitcher vos boîtes en 30 secondes? S'il y a un ascenseur, oui. On va le brancher tout de suite, mais tu peux démarrer. On peut pitcher, bien entendu, c'est important. Moi, j'ai le plaisir de travailler dans la plus grande start-up du monde qui s'appelle Salesforce. Salesforce est une société californienne, on édite des solutions de logiciels. Nos clients sont les entreprises, petites, moyennes et grosses. Et on permet à tous nos clients de bien se connecter à leurs clients et leur écosystème de partenaires pour mieux servir ceux-ci. Et comme vous le voyez, c'est un marché en pleine croissance. Moins de 30 secondes donc. Frédéric, en 30 secondes, comment on pitch Blablacar? On fait du covoiturage. Alors Une là, seconde, record battu. fort, lui. Sous vos applaudissements, je pense. Donc, Et on est leader mondial. Pardon. Ah oui, bravo. L'idée, c'était vraiment de partager avec vous, sous un format un peu décontracté, quelques retours d'expérience, quelques conseils, quelques trucs aussi que vous avez fait et où vous êtes lamentablement planté. Et face à des dirigeants d'ETI, de PME, de grands groupes, avoir justement ce moment d'échange. On dit souvent, et peut-être que vous l'avez senti quand vous avez lancé, fait croître vos business, la clé, c'est les gens. On a entendu parler des pénuries de recrutement. Vous, comment vous avez fait pour... Aujourd'hui, Blablacar, c'est combien de salariés? 350. Olivier? Salesforce, c'est 35 000, mais c'est un peu moins d'un millier en France. Comment on fait pour passer de 0 à 350, Fred, en moins de 10 ans? Déjà, je voudrais juste dire une chose, qu'entre 350 et 35 000, il y a un facteur 100. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience qu'une boîte américaine comme Salesforce est 100 fois plus grande en effectif qu'une boîte comme Blablacar. Donc on peut parler beaucoup des boîtes du numérique France ou Europe. On est toujours malheureusement face au même constat que très souvent il y a un facteur 100 entre une très belle boîte française dans le numérique et une très belle boîte américaine dans le numérique. Alors moi j'ai travaillé dans une boîte française qui s'appelait Business Objects à l'époque. C'est là où j'ai compris ou appris, fait mes classes on va dire pendant 12 ans. On était une dizaine de personnes quand je suis arrivé, il y avait un seul client et quand je suis parti 12 ans après, on était je crois 2500 à 3000 dans le monde. Mais c'était un bel exemple que beaucoup ont suivi, dont toi d'ailleurs. Donc voilà. Après, voilà, comme on passe de 0 à 350, on a une bonne idée, on l'exécute et on grandit comme on peut. On fait tout ce qu'il faut pour, c'est-à-dire qu'on va chercher les meilleures personnes qu'on rencontre, les gens les plus intelligents qu'on rencontre. On est un petit peu un recruteur sur place, et sur pattes. Et moi, dès que je croisais des gens intelligents, j'avais envie de les recruter. Donc c'est ce qui s'est passé pendant pas mal d'années justement pour lancer la boîte. Et ensuite, on va chercher du financement, on travaille le produit. Il faut aller chercher des gens extrêmement passionnés au début parce que en fait, on n'a pas la preuve que les choses vont marcher au tout début. Donc il faut vraiment des gens avec une conviction extrêmement forte qui savent se projeter dans quelque chose qui n'existe pas encore, qui savent se projeter dans quelque chose qui n'a pas encore de data, notamment pour prouver qu'effectivement c'est une réalité. Et parce qu'au début, c'est une réalité juste dans nos têtes. Donc voilà, je voulais dire deux choses. C'est qu'on parlait d'elevator pitch et je viens de me rendre compte d'une chose parce que assez souvent, je me dis, en fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'escalator. Il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur dans l'entrepreneuriat, il n'y a que des escaliers. Quand vous voyez quelqu'un qui est au 75e étage, il s'est fait toutes les marches, une par une. Il n'a pas trouvé par miracle un ascenseur au 2e étage pour aller au 75e. Déjà, quand on démarre une boîte en entrepreneuriat, il faut vraiment avoir ça en tête parce que ça aide beaucoup. On n'est pas à chercher des raccourcis. Il va falloir de toute manière tout faire étape par étape. D'où le concept de elevator pitch qui est un petit peu bizarre parce qu'en fait, c'est peut-être la seule fois dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on va prendre un ascenseur. C'est quand on va faire un elevator pitch parce qu'après, ça va être un escalier pitch, quoi.
Nescalier Pitch, je crois que vous êtes en train d'abreuver cette salle de punchline, c'est assez incroyable. Et juste moi, puisqu'on est sur le retour d'expérience, je crois que ça a été dit tout à l'heure par notre ami de la Fédération française des banques, il y a une pénurie des métiers numériques. Là, dans la salle, on a des gens qui essayent de se transformer, ils ne vont pas se transformer tout seuls, ils vont devoir recruter des gens. Quelle solution vous avez trouvé, vous, à la pénurie des métiers numériques? Comment est-ce qu'on reste attractif aujourd'hui dans un contexte de pénurie des métiers numériques? D'abord, c'est un bon problème à avoir. Donc la question sur le talent, quand au début, comme le dit Frédéric, on lance une société, on est très content de rencontrer quelqu'un de smart et on est encore plus content quand cette personne veut bien rentrer chez nous. Je me souviens, moi, d'un des premiers salariés qu'on a embauché comme commercial de la société que j'ai citée tout à l'heure. En fait, il était moniteur de plongée au Club Méditerranée. Mais c'était le seul qui avait bien voulu rentrer chez nous. On l'avait trouvé assez smart, en fait. Donc c'est devenu notre premier commercial. Et puis après, il faut essayer de comprendre petit à petit quand ça se développe, si ça se développe, quels sont les fondamentaux de la société. Mon conseil, c'est au-delà du différenciateur des produits, des solutions et du marché, le plus vite possible, le plus en amont possible, définissez vos valeurs. Définissez les valeurs de l'entreprise, les valeurs, vos piliers sur lesquels vous allez vous appuyer quand tout va bien dehors, mais ça c'est rare. Par contre, quand ça va mal, quand il y a du vent, quand c'est la tempête. Ces valeurs-là vont vous permettre aussi d'employer les personnes qui ont un fit en fait avec votre société. Maintenant, aujourd'hui, pour répondre plus précisément à la question, c'est la guerre des talents, mais c'est plus la guerre des talents dans d'autres pays d'ailleurs que chez nous. Quand vous regardez à San Francisco ce qui se passe, pour ceux qui savent, c'est vraiment beaucoup plus féroce, la guerre des talents. Ici, on le sait aussi, je pense qu'il y a un mot que je n'ai pas assez entendu avant et que j'aimerais partager avec vous, c'est le mot sens. Il y a de plus en plus de jeunes et de plus en plus de moins jeunes donc, qui cherchent un sens particulier à leur engagement professionnel. C'est plus qu'une question de valeur du produit et de métier, c'est une question de qu'est-ce qu'on va faire quelque part pour aussi transformer le monde. Et ça, c'est des questions qui, dans ma génération, quand j'avais 20 ans, on se posait moins qu'aujourd'hui. Donc je voudrais remercier beaucoup les jeunes actuellement. Je vais aller exactement dans le même sens. C'était de toute manière vraiment un sujet que je voulais pousser. C'est marrant parce que juste sur la conclusion du panel d'avant, on a entendu 3 choses. C'était pour aller pour avoir du conseil et aller voir votre banquier. Moi, je vais vous partager juste une petite anecdote. Quand j'ai créé Blablacar, qui à l'époque c'était covoiturage.fr, j'ai fait 7 banques pour réussir à déposer 10 000 euros sur un compte bancaire, parce que quand je leur disais que j'allais créer un service sur Internet, alors la banque pip m'a raccompagné à la porte en me disant merci monsieur, mais Internet on a déjà donné. Donc je suis reparti. La banque pip m'a dit oui bien sûr, on adore les startups, amenez-nous vos 3 derniers bilans. Je dis mais comment ça, je dépose les statuts là, tu vois, j'ai pas de bilan. Et donc du coup j'ai fini par réussir à ouvrir un compte à la Poste, quasiment sur un malentendu. Et j'ai essayé de ne pas... Mais non, parce que là, pour le coup, ils m'ont accueilli. Et j'ai essayé de ne pas prononcer le mot Internet du tout. Parce que, je sais pas, il y avait un traumatisme de la bulle. Et donc, du coup, si j'avais mis Internet dedans, je ne pouvais même pas déposer mes 10 000 euros sur un compte en banque pour créer Blablacar. Donc tout ça pour dire que je ne sais pas s'il faut aller voir vraiment son banquier quand vous avez des idées pour révolutionner les choses. Et au lieu de continuer à démolir le... Plutôt que de démolir le panel d'avant, donc pour remporter la guerre des talents. Non, mais j'avais 2 autres conclusions sur le panel d'avant. Un autre qui était, il faut sensibiliser les jeunes au métier. Et en fait, moi, je rejoins tout à fait Olivier. Ils sont déjà sensibilisés à autre chose, les jeunes là. Ils sont sensibilisés justement à la mission. Parce qu'il y a un truc par rapport au changement climatique qu'il faut comprendre, c'est qu'autant la génération d'avant nous, le changement climatique, c'était pas quelque chose qui était, même on n'en parlait pas. Enfin, c'était pas non plus, on savait même pas que ça pouvait arriver. Enfin, on était dans une insouciance superbe. Notre génération, on se dit quand même là, les 150 experts du GIEC, vu ce qu'ils ont pondu comme conclusion, ils n'ont pas un intérêt particulier à dire bleu ou jaune. Ils ont dit ce qu'ils avaient vu et donc le GIEC, si vous ne connaissez pas, c'est le grand regroupement d'experts là, qui a quand même dit que si on ne divise pas par 2 nos émissions de CO2 d'ici 2030, on va passer plus 1,5 degré d'augmentation de température par rapport à l'ère pré
industrielle, sachant qu'on a déjà fait 1 degré. C'est pas comme si on n'était pas capable de chauffer l'atmosphère, on l'a déjà fait. On a déjà fait 1 degré, il nous reste un demi-degré là. Si on fait pas si on n'arrive pas à s'arrêter à plus 1 demi-degré par rapport à aujourd'hui d'ici 2030, ce qui nécessite de diviser par 2 nos émissions de CO2, alors qu'on est sur un rate de plus 3% annuel. Donc pour tous les gens qui savent manier les exponentielles, quand vous faites plus 3% par an, vous n'allez pas arriver à moins 45% ou moins 50% dans 12 ans. Et donc toi, Fred, parce que tu donnes le sentiment à des nouvelles générations que ta boîte adresse ce challenge-là, ce défi-là, parce que tu donnes le sentiment de mettre ça au cœur de tes missions, alors tu gagnes la guerre des talents. C'est ça oui, parce que les nouvelles générations, là, les anciens, ils n'ont pas compris, ils n'avaient pas vu le climat. Nous, on est en train de se dire quand même, quand les faits changent, je change d'avis. C'est pas de moi, ça doit être d'Héraclite, mais c'est voilà. Mais c'est très important. Quand les faits changent, on doit changer d'avis. Là, il faut changer un petit peu d'avis. Et la génération d'après, ils disent non, mais c'est bon, vous cassez pas, on a compris. Le mur, il est pour nous. Ils ont compris. Enfin, moi, c'est la première fois de ma vie que je vois des jeunes défiler dans la rue avec des panneaux qui disent « Quand je serai grand, je voudrais être vivant ». Non, mais il faut quand même se rendre compte du truc. Ils ont compris. Ils sont en train de faire un mai 68 calme, déterminé et plus profond. Mais et ils ont raison. Ils sont en train de montrer la voie. Et quand on voit la pétition, le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui est parti de l'école polytechnique, où tous les étudiants ont signé, et puis après ça s'est étendu à 30 000 étudiants. Et dedans ce manifeste, il y a écrit, en gros, un message envoyé à toutes les grandes boîtes: si tu tournes le dos à l'écologie, je ne travaillerai pas pour toi. Je me dis, non seulement si ça on le prend pas pour une sonnette d'alarme, on est un peu fou, mais en plus ils ont super raison, parce que quand on a 22 ans, on a beau être brillant étudiant, on a quoi devant nous? On n'a pas d'argent, on n'a pas de notoriété, on n'a pas d'expérience, on n'a rien du tout. On a un truc. Le seul asset que les gens de 22 ans ont, c'est qu'ils ont 40 ans ou peut-être 45 ans de carrière professionnelle à aller livrer au groupe de l'industrie. Et ils sont en train de dire, tu sais quoi? Ces 40 ans de boulot là, si tu les veux, il va falloir que tu sois bien sage. Parce que si ta mission, elle n'est pas bonne, je vais juste pas travailler pour toi. Et donc, tout ça pour revenir à la guerre des talents, il faut leur donner du sens. C'est ça qui m'intéresse. Là, dans la salle, on a tous des gens qui ont ce problème, effectivement, de recruter, des jeunes qui cherchent du sens. Si tu dois leur donner un conseil sur comment est-ce qu'ils peuvent, justement, attirer plus ces jeunes talents, il faut commencer à sérieusement changer les process pour aller dans le sens d'une société beaucoup plus durable et ne pas juste faire du greenwashing ou faire des rapports RSE qui font plaisir. Olivier, tu fais des rapports RSE. Il faut vraiment faire du fond là. Il faut faire du fond parce que les jeunes, ils vont le voir si c'est juste une pellicule de j'essaye de faire bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. Les conseils que je pourrais ou les retours d'expérience que je pourrais partager, voilà, plus que des conseils, c'est pour ceux qui n'ont pas encore bâti leur société, de bien réfléchir aux valeurs fondamentales. Pour ceux qui ont déjà bâti leur société, de bien réfléchir à intégrer ou à changer les valeurs fondamentales pour intégrer ce qu'on vient de dire. C'est vraiment fondamental, par exemple, que le mot confiance soit pas loin de vos valeurs fondamentales. Si vous avez quelque chose... Si vous voulez faire quelque chose pour changer le monde, pour améliorer le monde, pensez à l'égalité. Pensez à l'égalité comme valeur fondamentale. Mais derrière, une fois que vous avez pensé à tout ça, c'est bien d'en parler. C'est essentiel d'en parler pour inspirer et recruter. Mais encore plus important, pour garder les gens, il faut que vos actes ensuite correspondent à votre discours. Ça s'appelle la sincérité. Que les actions dans la société permettent à tout le monde de représenter ses valeurs. Trouver des systèmes, il y en a des systèmes. Nous, on en a mis dans nos statuts chez Salesforce, des systèmes pour que tout le monde s'implique ou puisse s'impliquer, parce que personne n'est obligé de le faire, à transformer le monde en aidant les associations dans chaque business unit, dans chaque pays. Et je vous promets que si vous faites ça, l'attachement, la loyauté que vous allez avoir en retour, parce que recruter c'est bien, mais garder, quand vous avez recruté, c'est encore mieux. Le pire dans le recrutement, c'est de recruter tout le temps, si tout le monde s'en va, si vous voulez. C'est un truc de dingue, ça. Recruter, c'est fondamental, mais quand vous avez des gens, il faut les garder, et en même temps, il faut recruter les autres. Donc pensez bien aux deux. Vous avez touché des enjeux qui sont des enjeux mondiaux. Vos collègues dans les autres entreprises en Europe, aux États-Unis, se posent exactement les mêmes questions. Vous êtes tous les deux, vous l'avez rappelé, des leaders mondiaux. On dit souvent, un fondateur de boîte, une devise qu'il doit avoir en tête le premier jour, c'est « Go big or go home ». C'est d'aller à l'international.
Là, en termes de retour d'expérience, quel conseil vous donneriez pour aller à l'international, pour des PME, pour des ETI? Ça vous inspire moins que le climat, j'ai l'impression. Non, non, On est tellement poli qu'on voulait que l'autre commence. C'est ça, exactement. Vas-y, je t'en prie. Go big, go home. Quand on a la chance d'être en France, sur un marché français, donc tout petit à l'échelle du monde, on ne peut pas réussir sérieusement à couvrir le monde sans avoir tout de suite cette vision mondiale. Parce que si vous voulez que votre bonne idée, elle marche en France et qu'ensuite, une fois qu'elle a bien marché en France, elle marche dans un autre pays, c'est trop tard. Si c'est une bonne idée, quelqu'un va vous la pomper ou quelqu'un va la reproduire ailleurs plus vite que vous. Donc vous devez, et c'est un énorme avantage qu'on a en France par rapport aux États-Unis, c'est qu'on a l'obligation de penser à la couverture mondiale. Par contre, il faut avoir envie d'être ambitieux pour ça, et il ne faut pas avoir peur, il faut oser être ambitieux, et il y a tout un mécanisme pour s'entourer des bons financements et des bons partenaires pour pouvoir le faire. Mais en effet, mon premier conseil, c'est de penser tout de suite à ouvrir votre vision et votre exécution sur plusieurs pays en même temps plutôt que d'attendre. Donc soyez ambitieux. Et avant de donner la parole à Frédéric, je vous préviens, il y aura un meeting sur la dalle, puisqu'on continuera la conversation juste après autour d'un café. On a dépassé notre temps de parole. Frédéric, toi, un conseil pour des dirigeants de PME, de TI, un retour d'expérience. Quelle est la plus grosse erreur que tu as faite en allant à l'international avec BlaBlaCar? C'est dur. Alors oui, c'est pas la même question que celle que tu as posée juste avant. Mais donc, fallait pas être poli. Non, mais fallait pas être poli. Voilà. Non, mais je vais répondre un peu à celle d'avant et un peu à celle d'après. Donc, sur celle d'avant, je pense que comment s'assurer qu'on va pouvoir aller à l'international, c'est que non seulement quand on dit penser grand ou penser ambitieux, ça veut dire penser à quelque chose qui sait grandir, qui sait scaler, comme on dit en mauvais français. D'ailleurs, je propose qu'on prenne les devants par rapport aux Québécois qui vont nous trouver un mot français pour dire scaler parce qu'on n'en a toujours pas. Je propose écheler. Voilà. Mais sinon, je vous assure, c'est les Québécois qui vont le sortir. Et donc, faut penser à écheler tout de suite, c'est-à-dire avoir des process qui survivent la multiculture dans toutes les directions. Ça veut dire une marque qui est capable de partir à l'international. Ça veut dire, et donc tu parlais des erreurs. Nous, alors au début, on était obligé parce qu'il fallait quand même créer le cadre de référence avec covoiturage. Donc on s'appelait covoiturage.fr en France, mais très vite, plusieurs années après, quand on s'est internationalisé, on est passé en BlaBlaCar pour avoir une marque qui marchait partout. Cela dit, c'est notre histoire et peut-être que si on s'était appelé BlaBlaCar dès le début, ça n'aurait pas aussi bien marché, donc c'est toujours délicat. Mais en tout cas, on a su changer de marque quand il fallait pour partir à l'international. La marque n'est qu'un reflet de ce qu'il faut faire pour être compatible à l'international. Il y en a plein d'autres, évidemment, dans le produit, dans les process, il faut faire tout un tas de choses. Donc après, je crois que j'ai répondu aux deux questions du coup. Parce que tu m'as demandé comment on pense à l'international. Donc là, on pense tous les process pour qu'ils scale bien à l'international, qu'ils s'échellent correctement. Et quelle erreur? Bah oui, l'erreur c'est déjà on a fait 6 business models, mais c'est pas des erreurs. Enfin, c'est des erreurs, c'est pas des échecs. Hein. C'est tester 6 business models pour en finir par trouver le bon et qui scalait bien justement avec la croissance. Et au-delà de ça, oui, le nom. Puis même dans les business models, on a commencé par faire du B2B. Peut-être qu'on a essayé de faire comme Salesforce, mais bon, pas avec le même succès. Et donc du coup, on a fait du C2C. Cela dit, moi je voulais faire du C2C depuis le début, mais pour se financer sur la route, c'était plus simple de vendre des licences à quelques entreprises plutôt que de commencer à avoir un tel volume que quand chaque membre paye 1 ou 2 euros, ça vous suffit pour quand même faire suffisamment de chiffres pour grandir. Fred, Olivier, je vais être obligé de vous couper et de vous inviter à payer votre tournée de café juste là-haut pour poursuivre la conversation. Merci à tous les deux. Je crois qu'on peut les applaudir très très. Merci.